Bon, je vous propose de reprendre. On reprend avec une présentation de Daniel Kaufmann. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Daniel. Daniel est directeur du LYNX, qui est notre laboratoire commun sur l'Internet du futur, avec l'UPMC, avec Alcatel-Lucent, l'INRIA. Systemix maintenant, c'est vrai. Donc il faut pas oublier de mentionner les différents partenaires. Alors Daniel est également professeur à Télécom ParisTech, avec des activités de recherche qui sont évidemment centrées sur l'Internet du futur au sens le plus large du terme. Il est conseiller scientifique de RAD aujourd'hui et anciennement il était CTO, donc directeur technique de RAD, donc entreprise bien connue, et depuis plus d'une dizaine d'années, il est aussi membre du comité scientifique parlementaire. Alors, en français, comment on dit déjà? C'est le Conseil des technologies, c'est ça? L'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Voilà, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Voilà, donc voilà, ça dit ce que ça fait. Daniel a aussi créé ou contribué à la création d'un certain nombre de start-up. Il y a quand même un fait d'armes important, c'est qu'il a créé le réseau d'excellence Future Internet, c'est ça? Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Co-créé. Voilà. Annie, voilà. Donc voilà, l'un des cofondateurs et qui l'a animé pendant plusieurs années. Voilà. Et aujourd'hui, donc Daniel va nous parler d'Internet des objets et des futures infrastructures de l'intelligence. À toi la parole. Merci David. Et juste un mot sur le LYNX. Effectivement, c'est un laboratoire joint. Les partenaires, ce que David a cité, qui a la particularité que des chercheurs du monde industriel et du monde académique et du monde industriel sont colocalisés physiquement au 23 avenue d'Italie. Vous êtes tous bienvenus pour nous rendre visite. On est 90 chercheurs aujourd'hui travaillant sur les sujets que David a cités, certains que je vais détailler. Et encore une fois, la force de ce labo, c'est cette colocalisation physique de chercheurs des deux mondes, de manière à faciliter les transferts dans les deux sens et à mettre un peu d'huile dans les process d'innovation. Voilà, donc aujourd'hui la thématique c'est l'Internet des objets. L'Internet des objets, en fait, est un terme ancien, ça date de plus de 12 ans maintenant. On met tout derrière, donc je ne vais pas essayer de le définir, c'est un non-sens. Je vais d'abord donner quelques exemples de ce que pourraient être des Internets des objets. On verra que c'est plutôt des intranets des objets. Et puis je vais essayer d'insister sur l'impact potentiel de ces concepts-là, notamment sur divers secteurs verticaux, la santé, l'énergie, les transports. Et je vais essayer de montrer qu'aujourd'hui, on est en train de faire énormément d'efforts, notamment économiques, pour avancer dans ces sens-là, parce que le potentiel sociétal est gigantesque. Mais par contre, on est en train de les faire de manière isolée, par silos. Il y a divers types de silos, j'y reviendrai. Et je préconise fortement le besoin d'avoir des infrastructures mutualisées, et c'est sur ça que je vais insister un peu, j'y reviendrai. Donc voilà les deux points que je compte couvrir dans ces 20 minutes. Donc, je commence par des exemples de qu'est-ce qu'on pourrait appeler un Internet des objets. Le premier, dans la santé. On va vers un changement de paradigme dans la santé. Historiquement, vous avez un problème de santé, vous allez chez le médecin, il fait un diagnostic, il vous donne un traitement, vous revenez 15 jours après, il faut qu'il comprenne ce qui s'est passé entre-temps, est-ce que vous avez pris vos médicaments ou pas, comment ils ont impacté votre santé. Le médecin est tout le temps en train d'essayer de deviner qu'est-ce qui s'est passé, quel est l'impact des traitements qu'il vous a donnés. On va passer dans un mode dans lequel on va monitorer de manière continue l'état de santé des personnes, et pas uniquement des patients, des personnes saines également, en temps réel. Donc ça, il y a plusieurs choses qui existent déjà. Cette lentille qu'on présente depuis plusieurs années, aujourd'hui on peut l'acheter. C'est une lentille qui certes améliore la vue, mais qui en plus va monitorer le niveau de sucre dans votre corps, qui récupère l'énergie environnante, donc qui n'a pas besoin d'une batterie, et qui aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est si votre niveau de sucre dépasse un seuil, elle clignote. Mais elle devient communicante. Cette lentille sera bientôt capable de communiquer
non pas avec une interface 4G avec le réseau cellulaire, parce que alors là, peut-être qu'on va aider vos problèmes de diabète, mais on va vous causer un cancer à l'œil, donc ça ne servira à rien. On va empirer les choses. Mais donc elle va communiquer à courte distance, peut-être avec votre smartphone, avec votre Google Glass ou que sais-je. Donc cette lentille devient communicante et donc on pourra monitorer en temps réel le niveau de sucre dans votre corps. Ça, c'est un exemple. Ce que vous voyez un peu plus bas, ce sont des patchs, comme ceux qu'on utilise pour arrêter de fumer, sauf qu'il y a un circuit électronique imprimé qui va permettre de monitorer des tas de paramètres de santé. Et ça, également, on teste dans les laboratoires, notamment à l'Université d'Illinois. Bref, il y a pas mal d'acteurs qui travaillent sur ces choses-là. On sait les imprimer sur ou sous la peau, ces patchs électroniques, ils ont une batterie intégrée. Bref, ça permet de monitorer en temps réel un tas de choses. Et puis l'image synthétique que vous voyez à la fin, c'est des nanorobots. Ce n'est pas un vrai celui-là par contre. Mais ce qu'on imagine, c'est que demain, quand on continue à réduire la taille de ces dispositifs, des capteurs qui vont monitorer nos états de santé, bah, ils vont circuler dans le corps. Et encore une fois, aujourd'hui, ce n'est plus de la science-fiction, j'y reviendrai également. Donc imaginez un tas de petits robots en train de faire des mesures et de communiquer entre eux. On commence à sentir déjà la notion de complexité. Donc, mesure en temps réel, ça permet bien sûr de prévenir, c'est une évidence. De faire des diagnostics, on parle beaucoup de diagnostics automatisés. C'est un premier diagnostic, bien évidemment, pour qu'il y ait une alerte qui saute à un moment donné dans un centre de santé en disant, bah, d'après ce qu'on est en train de mesurer et le traitement qu'on fait de ces données, et là on voit le deuxième niveau de complexité parce que vous imaginez le volume de données qu'il faut traiter plus ou moins en temps réel pour que, encore une fois, en temps réel, on puisse détecter des problèmes, faire un premier diagnostic pour lancer une alarme qui sera traitée, je l'espère, par un docteur. Ça permet de faire de l'épidémiologie, et là on comprend encore une fois un deuxième ou troisième degré de complexité, parce que non seulement il faut faire ces mesures, mais ce n'est pas un patient face à son centre de données, ce sont des patients qui rapportent à des hôpitaux dans divers pays, bref, il faut intégrer tout cela, donc des mesures hétérogènes, dans un contexte hétérogène, et avec des problèmes de passage à l'échelle gigantesque, mais on comprend immédiatement le fait que si on a ces mesures en temps réel, on peut détecter des épidémies dès leur déclenchement et donc être beaucoup plus pertinent dans les process qu'on va mettre en place. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que également à travers ces systèmes-là, on va faire du télétraitement. Aujourd'hui, une personne avec du diabète à des stades avancés porte des pompes à insuline qui gèrent localement. On imagine bien qu'à terme, grâce à ces mesures, on va actionner ces pompes à distance et donc transférer au patient exactement ce dont il a besoin au moment où il a besoin. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend facilement aujourd'hui, mais en laboratoire, on fait des choses bien plus intéressantes. On revient aux nanorobots qui circulent dans le corps, et aujourd'hui, au Canada notamment, j'oublie le nom de l'université, il y a des travaux en cours pour des nanorobots qu'on va aiguiller grâce à un système d'IRM, je ne rentre pas dans les détails, que je ne connais pas d'ailleurs trop profondément, pour aller réparer certaines chaînes d'ADN et essayer de soigner certains cancers. Donc voilà, donc des nanorobots qui communiquent entre eux, qui communiquent avec le monde extérieur pour s'auto-organiser, pour venir traiter certains types de pathologies. Encore une fois, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas une vision académique à 40 ans, c'est des tests en laboratoire aujourd'hui. Voilà, donc un suivi des traitements, des analyses, cette boucle, elle est bien évidemment fermée. Donc on voit que grâce à ces notions-là, d'objets communicants, on change de paradigme dans le monde de la santé, et je vous ai indiqué 3 raisons pour lesquelles il y a de la complexité. Je résume en 2. 1, c'est le passage à l'échelle vis-à-vis du nombre d'objets qu'il faudra faire communiquer. 2, c'est la grande hétérogénéité des dispositifs, des modèles de données, des acteurs qu'il faudra mettre en jeu, des systèmes d'information qu'il faudra interconnecter pour y arriver. Et dans cet exemple, on n'est que dans le monde de la santé. Premier exemple. Voilà, maintenant si on revient un peu plus finement dans la vision d'ensemble de ce qui pourra donner ces services demain. Parce que là, j'ai parlé de l'extrémité, les capteurs qui vont mesurer, les actionneurs qui vont permettre de
prendre des actions sur votre santé. Maintenant, ces capteurs, ces actionneurs, il faut les connecter. Comme je le disais, on imagine mal ces petits dispositifs être connectés avec une interface 3G, 4G ou 5G demain. Ils vont communiquer localement avec une passerelle. Cette passerelle, c'est typiquement le smartphone, vos glaces intelligentes, vos lunettes intelligentes, pardon, etc., etc. Mais on voit des acteurs déployer des équipements réseau, entre guillemets, parce que c'est bien plus que du réseau, pour faire cette agrégation de manière intelligente. C'est des nouvelles générations de routeurs qui vont au-delà de l'extrémité du réseau d'aujourd'hui pour se rapprocher de ces objets. Ces routeurs, on les déploie sur le terrain. Ils ont toutes les interfaces nécessaires pour communiquer avec ces objets. Et là, on parle de dizaines parfois d'interfaces radio. J'exagère un peu, mais on est près de la dizaine d'interfaces radio qu'il faudra gérer pour communiquer avec tous ces objets possibles et imaginables. Il y a un problème de normalisation. J'y reviendrai plus tard. Et ces objets, au-delà du fait qu'ils vont capturer les informations qui ont été monitorées par les capteurs, ils feront un traitement local. On imagine mal que chaque mesure sera transmise à un cloud dans un data center hyper centralisé. Ce qu'on imagine, c'est que on aura des clouds qui vont sortir de ces data centers, où aujourd'hui on centralise des centaines de milliers de serveurs. On imagine le cloud sortir de là et se disséminer sur les infrastructures, notamment de réseau, mais également jusqu'à vos équipements personnels. Et donc, en particulier, c'est leur smartphone qui va faire tourner une partie de l'application qui va gérer votre santé. C'est les routeurs d'agrégation dont j'ai parlé tout à l'heure qui vont avoir une partie de l'application. Et donc, on est dans un monde d'applications distribuées où les données et le traitement sera fait, certes une partie dans un cloud centralisé, dans un data center centralisé, mais également sur toute la chaîne qui va jusqu'aux objets eux-mêmes. Et donc, on imagine également la complexité sous-jacente. Voilà, et donc c'est ce qu'on voit ici, c'est que dans l'ensemble de la chaîne, si je reprends l'ensemble de l'exemple de la santé, on a notre petit bonhomme avec ses capteurs qui, eux, communiquent avec, en l'occurrence, je ne sais pas, c'est peut-être une tablette qui communique avec des réseaux d'agrégation, qui, eux, vont communiquer à travers une infrastructure de réseau, éventuellement 5G pour gérer certains des aspects nécessaires, avec les systèmes d'information d'un centre de santé. Donc voilà un peu comment on voit les choses, et encore une fois, j'ai insisté sur divers étages sur lesquels la complexité est exponentielle. Et on ne s'arrête pas là, parce que ce qu'on voit dans ce schéma, c'est effectivement, à droite, cet intranet des objets de la santé. Et je parle d'intranet parce qu'on imagine mal que ces objets soient connectés à l'Internet ouvert, pour toutes les raisons de sécurité, notamment, qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, on voit se déployer sur le terrain donc, des intranets dans le monde de la santé, des intranets des objets dans le monde de l'énergie, des intranets des objets sur les villes intelligentes. Donc d'autres exemples, excusez-moi, j'ai pas le temps de... Oups. Excusez-moi. Voilà. Il y a des intranets des objets dans le monde de l'énergie. Typiquement, on le sait tous, notamment lié au 20-20-20, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a une tendance forte à introduire des énergies renouvelables. On connaît tout cela, je ne rentre pas dans les détails. Le problème, c'est que les énergies renouvelables de nouvelle génération, je ne parle pas de l'hydraulique, bien évidemment, sont souvent intermittentes. S'il n'y a pas de soleil, il y a moins d'énergie, s'il n'y a pas de vent, il y a moins d'énergie, etc. Et donc, cela mène à un changement de paradigme dans la manière où on gère les ressources énergétiques d'un réseau électrique. Avant, historiquement, la manière où ça se passait, c'est que vous avez une souscription, une puissance maximale, tant que vous ne dépassez pas, le service vous est offert. C'est le réseau qui va s'adapter à votre mode de consommation, dans la limite d'une puissance maximale. C'était faisable parce que l'opérateur contrôlait bien. Oui, ça va être un peu dur. Je fais de mon mieux. D'ailleurs, j'ai perdu le fil. Donc, on parlait d'électricité, on parlait du fait qu'historiquement, c'est le réseau qui s'adapte à la demande dans la limite d'une puissance maximale par usager. Dès le moment où les sources sont plus difficiles à contrôler, parce que c'est de l'éolien, parce que c'est du solaire, on est amené à inverser un peu l'équation et à faire en sorte que, du moins partiellement, la demande s'adapte à l'état de production d'énergie.
à la capacité de production d'énergie. Ce qu'on appelle la gestion active de la demande, demand response. On peut faire ça de diverses manières, mais pour faire ça correctement, il faut comprendre quelle est l'utilité des divers objets qui consomment de l'énergie chez l'usager. Et donc besoin d'aller également vers des objets communicants. Et donc nous travaillons en particulier avec Électricité de France, dans un laboratoire joint, sur ces problématiques-là. Comment on va rentrer chez l'usager pour comprendre son écosystème, pour pouvoir capturer les informations nécessaires et pour aller contrôler les objets de la maison, que ce soit ceux qui consomment de l'énergie, ceux qui produisent, parce qu'on aura de la production locale, ou ceux qui stockent. Par exemple, la batterie de votre voiture électrique, qui certes est une charge, mais que peut être imaginée également comme une source d'énergie si on a su la charger au bon moment durant la journée, au travail ou ailleurs. Et donc voilà un autre intranet des objets, celui qui va permettre à tous ces objets électriques de la maison, de l'immeuble, la voiture, de communiquer entre eux, de communiquer avec un système qui va mener à une optimisation globale de l'équation énergétique. Troisième concept également simple à comprendre, c'est la voiture intelligente qui, pour conduire toute seule, doit communiquer avec son environnement. On ne va pas rentrer dans les détails, on a eu un colloque récemment dans cette même salle sur ce sujet-là. Mais la question aujourd'hui, c'est que sur chacun de ces secteurs verticaux, on déploie des standards spécifiques, des infrastructures spécifiques, bref, ça explose en termes de diversité, ce qui, de mon point de vue, est extrêmement dommageable, parce que ce qu'on veut avoir, c'est des applications qui soient transversales à ces domaines-là. Si on parle de la santé, on a nos capteurs. Imaginez que le centre de santé détecte un problème. Il va falloir qu'il contacte un service d'ambulance. L'ambulance, pour arriver à temps, il faut qu'il parle avec la ville intelligente pour que les feux vous donnent priorité. Bref, on comprend bien qu'on ne peut pas rester sur les silos, qu'il faut bien faciliter la mise en place des applications qui vont s'appuyer sur la santé intelligente, sur la ville intelligente, sur le transport intelligent, et ainsi de suite. Et dans la manière où les choses sont parties, ça va être difficile, j'y reviendrai dans quelques minutes. Donc aujourd'hui, on est plutôt, je le disais, dans une logique d'intranet des objets, passer dans une véritable convergence entre ces silos, rajoute un niveau de complexité, c'est évident. Et donc sur cette base-là, voilà ce qui pourrait être une définition de ce qui serait un Internet des objets. Ça, c'est assez théorique, donc je ne veux pas trop m'arrêter là-dessus. Mais l'idée, c'est bien que les objets soient capables de s'identifier eux-mêmes, de décrire ce qu'ils savent faire, les services qu'ils sont capables d'offrir, de s'auto-découvrir entre eux, de se présenter au monde extérieur, de se géolocaliser et de s'auto-organiser pour répondre à des requêtes de services de manière spontanée. Et donc une création orchestrée automatiquement de ce qui pourrait être les services de demain. Et nous travaillons sur ces sujets-là, notamment avec Alcatel-Lucent, sur qu'est-ce qui pourrait être un Internet d'objets de ce type-là dans un immeuble. Vous arrivez dans un immeuble, vous avez besoin d'un service, mais vous ne connaissez rien. Vous atterrissez à l'école, vous ne connaissez rien de l'école, ils vous font un service, vous émettez une requête en langage parlé, en français, et puis par des procédures de sémantique, cette requête est traduite dans un langage que le système sait comprendre. Les objets disponibles dans tout l'immeuble sont trouvés automatiquement et organisés pour répondre à votre service, à la requête que vous avez émise. Donc ça fait quelques années, on travaille avec Alu sur ce genre de choses. Maintenant, et c'est sur ça que je voulais insister, je vous le disais, aujourd'hui, on est dans un monde de silos. On est dans un monde en silo, à la fois au niveau de la communication des objets, parce qu'on utilise des standards différents souvent pour faire communiquer les objets selon qu'on est dans le monde de la santé ou de l'énergie. On utilise dans l'étage au-dessus des modèles de données qui sont différents, y compris à l'intérieur des silos, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et donc on arrive, et c'est sur ça que je voulais insister, dans la situation suivante. On passe dans le smart grid, on va avoir des compteurs intelligents. Et donc, on compte de manière intelligente la consommation. Et puis derrière, il y a toute une infrastructure, parce qu'il faut bien, une fois qu'on a capturé l'information, il faut le stocker, la nettoyer, la mettre à disposition, la traiter. Bref, tout cela, on le fait pour l'énergie. On le fait à côté pour le gaz. On le fait à côté pour l'eau. On le fait à côté pour tout ce qu'on mesure dans une ville en termes d'environnement.
Et à chaque fois, on déploie à nouveau toute l'infrastructure. Vous allez me dire, mesurer de l'énergie, de la consommation d'énergie, et mesurer l'état de pollution de l'air, ce n'est pas la même chose. Bien sûr, les capteurs ne sont pas les mêmes. Mais une fois que vous avez capturé l'information, et que vous avez dans un format numérique, si vous avez fait ce qu'il faut, ça serait bien de pouvoir mutualiser les infrastructures qui vont rendre les systèmes intelligents grâce à ces mesures. Et c'est pour là que je parlais, c'est un peu pompeux et à la limite du ridicule, les infrastructures de l'intelligence, mais c'était une provocation pour dire, on a des tas d'infrastructures dans un pays, en Europe, dans une ville, peu importe l'échelle que vous regardez, les infrastructures routières, les infrastructures de l'énergie, etc. Il n'en manque une, c'est cela, c'est les infrastructures de l'intelligence. Pourquoi? On parlait il y a des années des autoroutes de l'information. C'était tirer des fibres optiques. Certes, c'était nécessaire pour des raisons de productivité. Aujourd'hui, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que si on avait des infrastructures, disons, au niveau d'une ville, au niveau national, qui permettraient de récupérer toutes ces informations capturées, de mutualiser ces infrastructures, avoir des interfaces qui permettraient à des tiers de venir développer des applications transversales à ces secteurs verticaux, on gagnerait énormément. On gagnerait parce qu'on a mutualisé des choses qu'on est en train de faire N fois et que chacun de nous allons payer, bien évidemment, mais surtout, et beaucoup plus important, parce qu'on arriverait à faciliter la création de valeur à travers des services, des applications transversaux. Et mon point de vue, c'est que... La fin, oui, 2 minutes. Et ce que je suis en train de dire, je suis tout à fait conscient qu'aujourd'hui, c'est extrêmement théorique. C'est une idée qui me paraît importante de pousser, qui ne sera poussée par aucun des secteurs verticaux, bien évidemment, pour des raisons qui sont évidentes. Donc, un besoin fort de partenariat public-privé. Bref, il y a un besoin, à mon avis, d'aller dans ce sens-là. On pourra en discuter pendant la pause. Et vous me donnez 2 minutes, excusez-moi, et je finis. Sur un autre sujet qui me paraît important, quand on parle de ces évolutions-là, aujourd'hui, vous avez des secteurs, je dirais, industriels. Les entreprises qui font du réseau, celles qui font de la distribution de contenu, celles qui font du cloud computing, ceux qui gèrent le contenu, ceux qui font du big data, c'est souvent des acteurs différents. Les frontières sont plus ou moins bien définies, mais elles s'effacent de plus en plus. Parce que les gens qui font du réseau font du cloud, parce que les gens qui font du cloud, je pense à Google notamment, vont vers le réseau. Bref, tout cela est en train de s'effacer. Et on va s'orienter vers des infrastructures qui sont plutôt comme cela. Au niveau hardware, les faire, ce qu'on peut toucher, ce qui est matérialisé, des infrastructures qui seront virtualisées, transversales. Sur ces infrastructures-là, basées souvent sur les mêmes technologies, on aura divers acteurs qui vont déployer au-dessus. C'est comme si on avait les voies des trains, et puis au-dessus, les trains et le service. Bah, au-dessus, c'est une multitude d'acteurs qui vont venir fournir des fonctionnalités liées à certains de ces domaines-là, que ce soit le cloud, les passerelles pour l'Internet des objets ou autres. Et il y en a plusieurs cases avec le même nom, parce qu'il y aura plusieurs acteurs. Il y aura un besoin d'orchestrer tout cela, de fédérer et d'orchestrer pour amener tout cela à offrir des services aux clients finaux. Et aujourd'hui, on voit les grands acteurs du monde du réseau, notamment, aller dans ce sens-là. Et la plupart sont en train de travailler très fortement, notamment dans la couche d'orchestration, sur des futures architectures cloud. Mais on comprend bien qu'il y a une concurrence forte entre les acteurs qui partent du bas et qui essaient de monter, et ceux qui partent du haut qui essaient de descendre. Donc il y a on est en train de redessiner la géographie des acteurs du monde de l'ICT. Et donc pour conclure, ce que je voulais dire, c'est ce qui est inscrit ici, c'est qu'on comprend bien que ce n'est que le début des changements assez profonds, qu'on a besoin de solutions qui soient transversales à plusieurs secteurs industriels, que ces divers espaces intelligents, comme la voiture intelligente ou la maison intelligente, deviennent des plateformes de services. Une voiture intelligente, elle sera intelligente pour faciliter la conduite, mais également, elle deviendra une extension des plateformes de services pour offrir des services qui n'ont rien à voir avec les transports, et que donc finalement, les frontières entre les acteurs s'estampent, puisqu'il y aura une concurrence globale sur l'ensemble des services possibles, une fois qu'on a tout virtualisé
comme j'ai essayé de l'indiquer précédemment. L'exemple que j'aime à donner, c'est historiquement, il y avait des câbles opérateurs qui faisaient de la télévision, des télécoms qui faisaient de la voix et de l'accès Internet. Aujourd'hui, on a du triple play, au niveau de service, on ne distingue plus. D'ailleurs, il y a les opérateurs mobiles qui sont en train d'acheter les câbles opérateurs dans cette lignée-là, parce que c'est le quad play qui arrive. Et donc, au niveau des services, on ne distingue plus la technologie sous-jacente. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à terme, c'est beaucoup plus loin qu'on va y aller, et c'est entre des secteurs industriels comme l'énergie et les communications, les télécommunications, qu'on ne pourra plus faire la différence, parce qu'un acteur télécom pourra offrir des services de gestion active de la demande, et réciproquement. Et qu'on ne va pas avoir à la maison 50 box, une pour l'énergie, une pour les télécoms, une pour la vidéo, une pour la santé. Donc, sinon, on va avoir un data center à la maison, ce n'est pas très pratique. Voilà. Donc, pour finir, on connaît tous l'histoire de l'Internet, je ne vais pas la refaire. Un premier train, qui est l'Internet lui-même, basé sur le DNS, qu'on ne contrôle pas très bien, même si c'est en train de changer ces jours-ci. Deuxième train, le Web 2.0, le cloud. On n'a pas très bien joué non plus. Les entreprises, les principales entreprises ne sont pas nécessairement chez nous. Il y a un troisième train qui est ici aujourd'hui et qui est en gare, c'est celui de l'Internet des objets, des interactions entre les ICT et les secteurs verticaux. Celui-là, il ne faut absolument pas le rater, sinon on va avoir du mal à rester pressant dans ce domaine-là. Et par rapport à ce dont on parle aujourd'hui, on a tous compris que la complexité, quand on veut aller dans ce sens-là, et notamment mettre en place des applications transversales, est gigantesque. Voilà, merci beaucoup. Désolé, je suis en retard. C'était un retard pour la bonne cause. Je pense que Daniel a dû déjà répondre aux questions que vous pouvez vous poser, lui poser, donc il a consommé sa partie question. Non, on va quand même prendre deux, trois petites questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a une question là. Si vous pouvez vous présenter juste avant de poser la question. Oui, bonjour, André Gestin, laboratoire Ville, Mobilité, Transport. Une question, vous avez dit, entre les acteurs qui viennent du bas d'une fonction et les intégrateurs qui viennent du haut et qui ne connaissent pas forcément les fonctions, il y a une bagarre potentielle. Et à la fin, vous avez conclu sur, bien évidemment, la nécessité pour les acteurs français d'être présents. Très concrètement, là, on voit qui dans le paysage. Moi, lorsque j'interviewe différents décideurs, j'entends parler d'acteurs principalement américains, qu'ils viennent du haut ou qu'ils viennent du bas. Pour l'instant, j'en connais aucun sur lequel on pourrait parier une très bonne bouteille de champagne ou de Bourgogne. Oui, je n'ai pas voulu le dire de manière aussi claire, mais c'est un peu l'inquiétude que je voulais soulever. Et donc, je pense que vous le savez tous, il y a peut-être 2 mois, Google a acheté une entreprise qui s'appelle Nest. Ils ont payé 3,2 milliards de dollars pour une entreprise qui construit des objets communicants, et en fait des objets relativement simples, qui mesurent des choses chez vous, la température, la présence, etc., mais qui ont l'intelligence pour faire du traitement et pouvoir prévoir vos comportements futurs. Et une des raisons pour lesquelles Google achète cette entreprise, c'est certes pour entrer dans le monde des objets communicants, mais c'est également parce qu'ils ont des accords avec des opérateurs d'électricité pour leur fournir ces informations-là. Qu'est-ce qui se passe chez les clients des opérateurs électriques, ce qui leur aide à gérer leur équation énergétique. Donc effectivement, on revient dans des choses qu'on a déjà vues dans les 2 premiers trains, où les entreprises qui vont gérer tout cela ne sont pas chez nous. C'est un vrai problème et c'est la question que j'essaie de soulever. Mais je me dis derrière cela, par contre, on a en France des industriels dans ces industries verticales qui sont très bien positionnés, ou au moins bien positionnés, dans le monde de l'énergie, dans le monde des transports, dans le monde de la santé peut-être. Et donc, si on arrive vraiment à aller dans le sens où j'expliquais tout à l'heure, où l'ICT viendra non pas en soutien des choses que chacun de ces acteurs veut faire, mais dans une intégration plus globale pour créer de la valeur à travers des applications innovantes, j'ose espérer que grâce au bon positionnement de nos industries verticales, on pourrait avancer et ne pas laisser des Google et autres prendre tout le terrain. Mais c'est une question que je soulève. Et bien évidemment, je n'ai pas un plan d'action détaillé pour y arriver. Merci Daniel. Une autre question? Il y a une question
Claude. Oui, simplement, est-ce qu'on peut faire de la recherche dans le monde, sur l'Internet des objets sans intégrer de façon sérieuse des équipes en sciences humaines et sociales? C'est une excellente question, merci. Et je viens d'en débattre pendant des semaines et des semaines dans un contexte sur la stratégie nationale de la recherche. Effectivement, je considère que les SHS ont un rôle majeur à jouer ici. Et par contre, encore une fois, Google n'a pas attendu d'avoir des études poussées sur les SHS pour acheter Nest et pour se positionner sur le marché. Donc la réponse est décidément oui. Mais quand on regarde les grandes ruptures qu'on a vues les années dernières, les dernières décennies, malheureusement les SHS, tout comme les gens de la technologie, n'ont pas perçu les réseaux sociaux, n'ont pas vu Facebook arriver, et ainsi de suite. Donc oui, on en a absolument besoin, et non pas en support, mais dans une collaboration jointe, je suis convaincu. Mais il ne faut pas s'arrêter à là, il ne faut pas attendre les résultats des travaux sur les SHS avant de se lancer dans l'aventure, parce que sinon, on risque gros. Question ici. Pierre Cointe. En fait, nous avons beaucoup d'écoles. Est-ce qu'elles ont un rôle aussi au niveau de la formation des ingénieurs mais ce sera peut-être trop tard, en fait, pour avoir des gens capables de créer des entreprises qui traversent les différents secteurs? Je ne pense pas que ce soit trop tard, parce qu'il y aura pendant de longues décennies des besoins d'ingénieurs bien formés dans ces domaines-là. Je pense que l'Institut Mines-Télécom dans ce sens-là est une chance. Le fait de pouvoir faire converger ces deux mondes-là, dans le contexte que je décris, est assez unique quand on regarde de manière large. Et donc, et même si on n'est pas pionnier en France, le fait d'avoir des compétences fortes pour savoir faire des choix et pour exporter ces compétences-là sera toujours important. Donc je pense que c'est une chance de disposer des écoles de très haut niveau reconnues internationalement que nous avons en France, d'avoir un institut transversal déjà, au moins à 2 secteurs. Ça sera un soutien extrêmement important si on arrive à avancer dans ce sens-là. Et même si on n'arrive pas, ils resteront avec un rôle central. Mais bon, la seule chose que je dis, c'est que c'est un des éléments de la fusée, n'est-ce pas? Il y en a plein d'autres pour lesquels aujourd'hui je ne vois pas la dynamique se mettre en place. Très bien. Si pas d'autres questions. Ah si, il y aurait une petite question là. Voilà, allez, rapide. Bonjour. En fait, vous disiez tout à l'heure qu'il y aurait sans doute beaucoup de compétition entre des entreprises qui proposeraient ces services-là. Moi, malheureusement, ce que je constate, c'est que les géants de l'Internet, c'est plutôt un oligopole à 4 acteurs que un grand marché très, très compétitif. Qu'est-ce que vous pensez de ça et quelles sont vos prévisions pour le futur, quoi? Bah, enfin... Donc voilà, GAFA. Ouais, bon, bref. Oui, ce à quoi je faisais référence, c'est... Je prends le monde des télécoms, c'est celui que je connais un peu. Donc on voit bien, les opérateurs télécoms écrivent un document en octobre 2012 où ils disent « Nous, on ne veut plus payer un hardware spécifique pour nous, qui nous coûte extrêmement cher. On veut aller vers des serveurs virtualisés. Les mêmes machines qu'utilisent les opérateurs du cloud, nous, on veut l'avoir dans nos réseaux. » Ce n'est pas valable pour tout le réseau, c'est valable à la frontière. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Mais donc, ils veulent virtualiser leurs infrastructures. Bon. Ça me paraît une excellente idée. Il y a énormément de groupes de travail qui travaillent là-dessus. Ça s'appelle du NFV, Network Function Virtualization. Maintenant, d'un autre côté, vous avez Google qui déploie massivement des data centers sur la planète. Ils en auront une centaine bientôt. Donc moi, la question que je pose, c'est une fois qu'on a virtualisé un point de présence d'opérateur, en quoi il est si différent d'un data center d'un Google? N'est-ce pas? Donc ça soulève une question. Alors après, est-ce que Google veut rentrer et accepter d'être régulé par la régulation des télécoms? C'est une autre question. Mais en termes technologiques, ça commence à se ressembler fortement. D'ailleurs, Google veut pénétrer également le marché des ISP à discuter. Donc ça, c'est un premier point. Dès le moment où on a virtualisé l'infrastructure de réseau, les fonctions seront logicielles. Or, vous avez d'autres acteurs, les Oracle, les HP et autres, qui font des logiciels pour les opérateurs depuis très longtemps, pour la gestion, pour le billing, Amdocs.
Bon, mais ceux-là, en regardant l'échelle, ils disent, si tout est virtualisé, si tout est logiciel, je risque de pouvoir descendre dans les couches et donc m'attaquer aux alus et compagnie. Donc ça, c'est un premier point de la guerre dont je parlais. Un deuxième point, c'est vis-à-vis du client final. Et c'est l'exemple que je donnais. Je disais gestion active de la demande. Ça, c'est du virtuel, la gestion active de la demande. On n'a pas besoin d'un équipement électrique pour faire cela. On a besoin d'algorithmes, d'un système de contrôle qui va agir, certes, sur certains interrupteurs, des machines intelligentes chez le client, mais qu'on peut déployer plus ou moins facilement. Mais finalement, ce qu'on fait, c'est faire de la mesure et faire un traitement intelligent, interagir avec des systèmes d'information, etc. Donc ça peut être fait, certes, par un opérateur électrique, ça peut être fait par un opérateur télécom, ça peut être fait par un Google, bien évidemment, ou par d'autres. Et donc ça, c'est encore une fois des batailles qui, à mon avis, vont se produire parce qu'au niveau des services, la frontière sera beaucoup moins claire qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est l'un des sujets de la table ronde de ce soir. C'est le risque que j'essaie de souligner, tout comme vous. C'est le risque, on l'a vu dans d'autres domaines, hein, l'oligopole se crée, moteur de recherche, c'est assez invraisemblable, mais le pourcentage d'usagers de Google, en Europe est plus grand qu'aux États-Unis. Mais c'est comme cela. L'Europe, les Chinois, ils ont leur moteur de recherche, les Russes, ils ont le leur, voilà. En Europe, on n'en a pas. Donc, on utilise Google. Plus que les autres, plus que les Américains eux-mêmes. Donc c'est le risque. Donc ce que j'essaye de dire, c'est si on veut éviter de plonger là-dedans au niveau des applications dont on parle maintenant, qui sont extrêmement sensibles vis-à-vis du citoyen, il faudra mobiliser des forces. Et je dis on est fort parce que parmi ces forces-là, dans les industries verticales, on est bien positionné. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais je dis ça en partant du constat que vous faites. Merci Daniel. Je peux me permettre de poser une petite question avec une réponse très courte. C'est l'Internet des objets, c'est pour quand finalement? Parce que là, si tu veux, on est dans une sorte d'inflation de chiffres qui n'arrête pas d'augmenter. Il y a quelques années, on disait 17 milliards d'objets connectés en 2017. Là, j'ai vu 50 milliards récemment connectés en 2020. Et ça me rappelle la fin des années 90 et le multimédia. On disait ça va décoller, c'est au milieu des années 90. Et je me souviens d'un ami qui disait à l'époque, bon, si c'est quand même mieux cette année que l'année dernière, parce que l'année dernière, le multimédia a fait 0 million de dollars à l'époque, mais cette année, il va faire 0 milliard de dollars. Donc si tu veux, l'Internet des objets, on en parle, mais c'est quand alors? Alors, l'Internet des objets, c'est pour jamais. Parce que j'imagine mal avoir un Internet, les objets connectés à un Internet ouvert. Cette idée que n'importe qui dans le monde pourra agir sur n'importe quel objet localisé n'importe où dans le monde est invraisemblable, pour plein de raisons que tu imagines bien. Mais par contre, la question et donc ça c'est dans le sens le plus générique et abstrait possible de qu'est-ce que serait un Internet des objets. Là, on est dans une logique plutôt d'intégration d'intranet des objets, l'industrie elle est plutôt là. Elle est dans les intranets, moi je dis il faut aller vers une intégration des intranets. Et donc là, je n'ai pas une réponse. Les 50 milliards, effectivement, je l'ai vu, je l'ai même réécrit en citant la source. Mais personne ne sait estimer cela. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une véritable dynamique. Et ce n'est pas uniquement dans des mondes où on faisait de la techno de ce type-là historiquement. Prenez Samsung, leader mondial dans le marché des téléviseurs, mais qui pénètre le marché du blanc, les machines à laver, les frigos, etc. Samsung est en train de mettre de l'intelligence dans tous les dispositifs, en disant c'est mon téléviseur qui va être la passerelle intelligente dont je parlais tout à l'heure. Bon, je te donne ça comme exemple. Mais il y en a plein. Tu prends n'importe quel industriel, il est en train de regarder ce qu'il va faire. C'est pour dire que contrairement à les sources que tu citais, ces intranets des objets, c'est aujourd'hui. C'est en train d'exploser aujourd'hui. On le sent bien quand on regarde les plans d'action et les annonces de produits dans divers secteurs industriels. Merci beaucoup. En tous les cas, j'espère que pour nous, on ne sera pas toujours dans l'Internet du futur et que le futur sera quand même aujourd'hui, un jour ou l'autre pour la France. Tu vois. Ouais. Il y en a qui continuent. Bon, merci Daniel, on remercie.